Kenyan Kehaga. Ensuite de ça, je vais laisser la parole à... comment ça se présente? Je vais laisser la parole à Alexandre Popovic, le porte-parole de la CRAP. OK, je vais chercher le deuxième puits. Chers amis, vous m'entendez? Oui! All right. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous parler du système de déontologie policière. Un système qu'on peut qualifier de machine à rejeter les plaintes. Pourquoi? Parce que à chaque année, les bilans annuels du commissaire à la déontologie policière révèlent que moins de 10% des plaintes qui sont reçues annuellement par le commissaire à la déontologie policière font l'objet d'une enquête. C'est donc dire que plus de 90% des plaintes en déontologie policière sont rejetées sans même avoir été enquêtées. Puis ça fait un hostie de bout que c'est de même. Ben, imaginez-vous donc que le gouvernement de la CAQ a trouvé le moyen de rendre notre système de déontologie policière encore plus sous-performant qu'il ne l'est déjà. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous parler du projet de loi numéro 14 qui a été déposé aujourd'hui même, en ce 15 mars 2023, par un ancien réparateur de vitres de char qui est aujourd'hui ministre de la Police et des Prisons. Je nomme François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. Son projet de loi numéro 14, il y a un paquet d'affaires dedans. Il y a 32 pages, puis je ne l'ai pas tout lu au complet. Être bien honnête avec vous autres, pas tout lu au complet avant de venir ici. Mais par contre, j'ai lu les paragraphes, les articles qui concernent les changements qui veulent apporter au régime de déontologie policière. Et franchement, c'est franchement sacrant de lire ça. Le point sur lequel que je veux insister, c'est que si ce maudit projet de loi-là passe tel qu'il est, ça va faire en sorte que du monde comme moi pourront plus porter plainte en déontologie policière. Moi, ça fait des années que je porte plainte en déontologie policière. À chaque fois que je vois un citoyen se faire tuer par le service de police de la Ville de Montréal, j'ai pris cette habitude-là de déposer une plainte en déontologie policière. Ben là, avec ce maudit projet de loi-là, ils vont fermer la porte à des gens comme moi. Et pourquoi? Parce que le lobby policier, ça fait des années qu'ils font pression sur le gouvernement en se plaignant que les tiers, hein, tout le monde comme moi, il appelle ça des tiers, hein, ils veulent les éliminer. Donc François Bonnardel a décidé de satisfaire le lobby policier en faisant en sorte que désormais, si ce projet de loi-là passe tel quel, les seules personnes qui pourront porter plainte seront les personnes qui seront présentes sur les lieux de l'intervention policière ou seront les personnes qui auront été directement victimes de la conduite dérogatoire des policiers. Ce qui veut dire, par exemple, que une personne dont un membre de sa famille se fait tuer durant une intervention policière n'aura pas le droit de porter plainte en déontologie policière. Ce que prévoit ce projet de loi-là, c'est que les personnes qui ne sont pas présentes dans ces lieux, qui ne sont pas directement victimes, pourront faire seulement ce qu'ils appellent un signalement. Et qu'est-ce que ça implique, un signalement? Eh bien, ça implique que tu ne peux pas contester la décision qui est rendue par le commissaire à la déontologie policière. Présentement, quand tu portes plainte, puis que tu te fais rejeter ta plainte, puis que tu n'es pas content de la décision qui a été rendue,
tu peux contester la décision, tu peux demander en révision. Avec le projet de loi 14, le ministre élimine la contestation, ce qui est franchement scandaleux. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que je vois que François Bonnardel a le culot d'aller dire aux médias que son maudit projet de loi va rendre le système de déontologie policière encore plus accessible. Faut-tu avoir du front tout le tour de la tête? Moi, ça me scandalise. Moi, je vous le dis, ça fait des années que je porte plainte en déontologie policière. La majorité du temps, mes plaintes sont rejetées. Mais je vais vous citer 2 cas où ce que ça n'a pas été rejeté. Et c'est 2 cas, 2 décès, où ce que, si ces décès-là étaient survenus sous le nouveau régime que prévoit le ministre Bonnardel, il n'y aurait eu aucune suite. Premièrement, le décès de Robert Reynaud, survenu en juillet 2013. Robert Reynaud, un homme âgé de 71 ans, en crise suicidaire, tout seul, dans son appartement, sur la rue Saint-Denis, sur le plateau Mont-Royal. Intervention policière. 4 policiers qui interviennent, non, 5 policiers qui interviennent, qui rentrent dans l'appartement, et l'agent Patrick Martineau lui a tiré dessus alors que M. Robert Reynaud avait le dos tourné. J'ai porté plainte contre l'agent Patrick Martineau. Il a eu un procès devant le comité de déontologie policière. Mais cette intervention-là, elle survient alors qu'il n'y a aucun autre citoyen présent. Comprenez-vous? Donc, ça n'aurait pas été... J'aurais pas pu porter plainte si c'était survenu sous le régime du projet de loi 14. L'agent Martineau a été acquitté par le comité de déontologie policière, mais ça, c'est une autre histoire que je ne vais pas embarquer dedans. Le deuxième cas, c'est le cas de David Chitilla Kalubi, un jeune homme âgé de 23 ans qui est décédé alors qu'il était détenu en attente de sa comparution à la cour municipale le 8 novembre 2017. J'ai également porté plainte contre les policiers parce que je me suis dit, il y a anguille sous roche dans cette histoire-là. Et comme de fait, ils m'ont donné raison grâce à des bandes vidéo qui démontraient que les policiers avaient commis des infractions déontologiques, à savoir qu'ils ne s'étaient pas souciés de la santé et de la sécurité de ce jeune homme qui avait toute la vie devant lui. Bien, sous le régime du projet de loi 14, j'aurais juste pu faire un signalement qui aurait probablement été direct dans la corbeille à papier. Vous pouvez compter sur moi à 200% pour que j'aille dire en pleine face au ministre Bonnardel tout le mal que je pense de son maudit projet de loi. Vous pouvez compter sur moi pour que j'aille inscrire mon nom en commission parlementaire à l'Assemblée nationale pour pousser non seulement pour que ce projet de loi-là dégueulasse soit mis à la poubelle, mais pour qu'en plus, on ait droit à des véritables changements, qu'on ait droit à un véritable système de déontologie policière qui protège les citoyens contre les brutes en uniforme, les Rambo qui carburent à l'adrénaline et à la violence. À un moment donné, ça prend un organisme, ça prend une laisse pour... Ça prend un système à un moment donné. En tout cas, je sais probablement que la majorité d'entre vous, vous n'avez plus aucun espoir dans cet hostie de système-là. Mais moi, j'ai un hostie de tête de cochon, puis je vais le continuer, ce combat-là, coûte que coûte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allô? Le 26 décembre dernier, la police est venue chez nous parce qu'elle était à la recherche d'un homme suicidaire. Ils m'ont demandé s'il n'y avait pas un autre homme chez nous. Je les ai envoyés chier. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'homicide, calice. Je suis pas un homme, calice. Ils ont viré de bord. Le lendemain, on apprenait la disparition de notre amie trans. C'est elle que la police venait chercher chez nous.
On a passé 3 jours à faire le tour de la ville pour la trouver. Des journées entières à marcher dans la neige, dans les sous-bois, sur le bord du fleuve. 2 semaines plus tard, on apprenait que la police était probablement au courant qu'elle s'était enlevée la ville 26. Mais ils n'ont jamais cru bon de nous en parler. Pourquoi ils ne nous l'ont pas dit? Le 26, après avoir reçu un appel d'elle disant qu'elle allait s'enlever la vie, les flics sont allés fouiller son appartement. Puis dans l'entrée, elle avait laissé un beau message pour la police. « Hey, la police, des calices! Laisse mes proches gérer mes affaires. Fuck the police, à cab. » Les flics savaient qu'elle les haïssait et que donc probablement que ses amis les haïssaient aussi. Ils sont pas gênés pour laisser ses proches dans le flou pendant 2 fucking semaines. 2 jours avant le suicide de mon ami, Nicky Spring était assassiné par des screws à Bordeaux. Nicky Spring... Yeah! Nicky Spring, c'est un jeune reconnu par sa communauté qui était détenu illégalement au moment de sa mort. Ce soir-là, Nicky aurait dû être avec ses proches, pas sur le plancher froid d'une cellule. En 2020, la même chose est arrivée à Bobby Kenouadjouak. Il a fallu attendre fucking 3 ans pour que l'État donne une réponse à sa sœur sur les circonstances de sa mort. 3 ans de questions sans réponse, à rester dans le doute et la douleur. Ils se calissent de nous. Le seul screw qui a essayé d'intervenir pour protéger Nicus a fini par perdre sa job. Comme quoi, un screw moins meurtrier, c'est pas un bon screw. Qu'ils viennent pas nous dire après que c'est juste quelques pommes pourries, c'est le fucking verger au complet qui est pourri. Chaque année, des hommes noirs sont brutalisés par la police pour avoir commis la pire faute qu'un homme noir pourrait commettre, conduire un char. Chaque année, des travailleuses du sexe se font harceler par les flics dans la rue. Chaque année, des défenseurs et des défenseuses de la terre se font criminaliser puis brutaliser, comme au Yinta, comme à Atlanta, comme à Standing Rock. Chaque année, des gens meurent assassinés par la police puis les screws. Le monde brûle littéralement sous nos yeux, puis le gouvernement trouve rien de mieux à faire avec leur cash que de le donner à la police. Combien de plus au budget du SPVM cette année? 63 millions de plus. Pendant ce temps-là, ça coupe dans le logement social, ça coupe dans le réseau de santé, dans le communautaire, ça continue de faire des crises de grosses subventions des capitalistes pour qu'ils rasent des sous-bois, construisent des astis de condos qui vont rester vides, j'attends qu'on ait tous décollé les pauvres du quartier. Puis même avec tout le cash du monde, la police continue de se coller les communautés. On le voit à Winnipeg où la police refuse de prioriser les recherches des femmes autochtones disparues. Winnipeg nous a démontré que la police n'a aucunement l'intérêt d'utiliser son budget pour aider le monde. Elle est juste bonne à nous taper dessus. Combien ils ont prévu pour mettre à construire Cop City à Atlanta? Aux dernières nouvelles, 90 millions. Raser la plus grande forêt urbaine de la région, qui se trouve à proximité d'un quartier pauvre, pour construire un camp d'entraînement pour police en manque de violence. Combien ils ont dû déjà dépenser en répression policière à Atlanta pour s'assurer que Cop City se construise? Déjà une quarantaine de personnes qui risquent de faire la prison accusées de domestic terrorism pour avoir cherché à défendre une forêt, puis une autre personne, Tortue Guita, assassinée par la police sur place, alors qu'elle était assise par terre, les mains en l'air. Le monde brûle, puis on enferme, puis on tue les rares personnes qui sont prêtes à faire quoi que ce soit pour que ça change. Assassin! Flic fort, 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 assassin! Malgré que les noms des victimes de la violence policière et étatique sont encore sur toutes nos lèvres, la liste est chaque année toujours plus longue, toujours trop longue. Juste à Montréal, on se rappelle entre autres, puis c'est pas exhaustif, Anthony Griffin en 87, José Carlos Garcia en 88, Presley Leslie en 90, George Chavaria Reyes en 90, Fitzgerald Forbes en 91, Marcellus François en 91, Trevor Kelly 93, Martin Omar-Soiseau 95, Michael Kibé 2001, Rowan Wilson 2004, Mohamed Anas Benis 2005, Quillem Registré 2007, Freddy Villanueva 2008, Farshad Mohammadi 2012, Alain Magloire 2014, Bonnie Jean-Pierre 2016, Pierre Coriolan 2017, Nicholas Gibbs
2018. Sylvain Legault, 2020. Patrick Bellemare, 2020. Bobby Kenouadjouak, 2020. Sheffield et Trion Matthews, 2020. Abdullah Sheikh, 2022. Ronnie Kay, 2022. Nicky Spring, 2022. Dans les prochaines années, ils vont essayer de construire une nouvelle prison pour femmes à Montréal. Parce que ça prendra toujours plus de prisons pour enfermer le monde qui ne fit pas dans cette calice de système-là. Encore plus de femmes qui vont se ramasser en prison pour s'être défendues de leur agresseur. Encore plus de femmes qui vont se ramasser en prison pour avoir cherché à nourrir leurs proches par tous les moyens possibles. Encore plus de femmes survivantes d'agressions sexuelles qu'on va exposer à la violence des screws. Encore plus de femmes qu'on va laisser crever en tôle. La seule façon d'en finir avec les violences policières et celles des prisons, c'est par leur abolition. Je sais pas pour vous, mais il me semble qu'il serait temps qu'on commence à se défendre. Force de police, à cap!